Alors, bonjour. Il est midi 20, on a tous faim. Donc je pense qu'on s'est, voilà, on a eu pas mal de talks depuis ce matin. Notre temps de cerveau commence à se rapetisser, en tout cas le mien, clairement. Donc je vais essayer de faire un truc un petit peu plus dynamique que d'habitude. Dynamique, ça veut dire que vous allez devoir bosser un petit peu. C'est ça que ça veut dire, dynamique. Donc l'idée, c'est aussi que moi j'apprenne quelque chose en fait pendant cette session. C'est pour ça que je fais des sessions. Blague à part, de quoi on va parler? Donc j'ai intitulé cette présentation Jepsen for Dummies. Donc Jepsen pour les nuls. Alors excusez-moi, les slides sont en anglais, j'espère que ça ne dérange personne. D'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être politique. Donc Jepsen pour les nuls, ou comment j'ai appris à arrêter de m'en faire et à aimer les tests. Pour ceux que ça intéresse, c'est une citation de Dr. Folamour qui est derrière. Et donc l'idée c'est quoi? Ce que j'ai envie de vous parler d'un outil que je trouve absolument fabuleux, qui s'appelle Jepsen. Mais j'ai aussi envie de vous parler d'autres choses, c'est-à-dire ce que permet de faire cet outil et comment cet outil s'insère dans une logique globale, qui est que c'est cool de tester, en fait. Donc voilà. Par contre, alors, si je passe mon temps à passer devant la caméra, ça ne va pas le faire. Donc je suis en mission pour le Seigneur. J'ai envie que le développement logiciel soit moins pénible. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, à chaque fois que je code, que je code longtemps et que je tombe sur des choses, et je sais que je fais mal mon boulot, j'ai une barre qui m'arrive dans le dos. Voilà, c'est un truc physique. J'ai mal au dos, parce que je sais qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe mal. Et souvent, quand j'analyse un petit peu ce qui se passe, ouais, là t'as merdé, en fait, t'as pas fait un test. Il y a des tests que t'as pas fait. T'as pas compris ce que tu devais faire. Et voilà, et c'est des choses qui se répètent, c'est des choses que, alors j'essaye de m'améliorer. Et j'essaye de promouvoir un certain nombre de choses et un certain nombre d'outils, de techniques pour que aussi les autres. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas mal au dos, donc tant mieux. Mais pour ceux qui ont mal au dos, si vous avez mal au dos, vous êtes bienvenus dans cette session. Si des fois le développement logiciel ça vous prend la tête, c'est un peu limité. Alors qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait longtemps que je développe du logiciel. Mes principaux centres d'intérêt, pourquoi je suis ici, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la programmation fonctionnelle depuis longtemps. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est du logiciel, et un truc qui est qui est plus ou moins connu, qui est donc le test-driven development et l'extreme programming, qui sont deux choses plus ou moins liées. Et ça, c'est tout ce truc-là. Ça fait longtemps que j'ai rencontré Scala. J'ai eu une petite histoire d'amour qui a duré quelques années avec Scala, et donc en 2006. Et puis, bon, voilà, j'ai un petit peu, la flamme s'est éteinte. Et je suis revenu des anciennes amours, donc à Scala, et puis j'en ai découvert de nouvelles, en l'occurrence Clojure. Et vous verrez que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est plutôt du Clojure. Je ne suis pas un expert du Big Data, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu le thème de la conférence. Je suis plutôt quelqu'un qui m'intéresse à ce outil, qui les utilise pour faire des vraies applications pour des vrais gens, pas forcément des millions de gens en fait, plutôt des gens qui. Quelques personnes. Voilà. Pour vous donner un peu de contexte. Alors, si vous avez envie de partir maintenant, attendez un petit peu. C'est quoi le message de cette session? Donc, le message principal, c'est vous pouvez et vous devriez tester tout. Jepsen est un outil qui vous permet de tester quelque chose qu'on ne teste jamais d'habitude, qui est le fait que mon infrastructure part en vrille, mon réseau crash, mon cluster fait n'importe quoi. Et un deuxième message qui est que la programmation fonctionnelle, c'est vachement sympa pour écrire des tests.
c'est très pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas le premier à dire ça aujourd'hui. J'étais à un talk juste avant de Jamie Allen qui parlait effectivement de comment tester des applications réactives. Il a aussi, quelque part, transmis ce message. Donc, je vois que c'est un fil rouge qui se transmet de session en session. Il y a une autre session cet après-midi sur le Scala Check, donc je vous invite aussi, si vous êtes intéressé par quelque chose, si vous avez envie que vos logiciels soient moins pénibles à développer, ça vaut le coup, donc c'est un super outil. Et on verra que en fait, ces outils-là sont un petit peu dans la même famille, dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des instances d'une même manière de penser. Donc voilà un petit peu le message. Voilà, si vous voulez partir, c'est le moment. Sinon après, vous pouvez partir aussi. C'est un truc qu'on appelle la loi des deux pieds dans certains milieux. C'est que voilà, si à un moment vous sentez que vous avez plus, vous apprenez plus rien et vous n'avez pas envie de continuer, n'hésitez pas, je ne me sentirai pas vexé. Du moment qu'il en reste un, ça me suffira. Alors, donc je vous ai dit que vous allez bosser. Je vais passer des petites cartes. Donc ce sont juste une petite carte. Ce que je vais vous demander de faire, si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est absolument pas obligatoire, c'est d'inscrire sur cette carte, au fur et à mesure de la présentation, maintenant, un peu plus tard, de dire deux questions. La question principale qui m'intéresse, c'est est-ce que aujourd'hui, lorsque vous développez des applications, vous testez votre application pour sa résilience? Alors, résilience étant un terme qui a un contour un petit peu flou. Dans le cas particulier qui nous intéresse ici sur Chepsen, c'est vérifier que votre application, lorsque elle est déployée dans un cluster, et si le cluster crash, votre application continue à se comporter correctement, comme attendu. Je vous laisse libre d'interprétation que vous voulez donner. La question qui m'intéresse, c'est si vous ne le faites pas, pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous en empêche de le faire? Est-ce que c'est vous ne savez pas que ça existe, ou est-ce que c'est trop compliqué dans votre contexte? Est-ce que c'est... Et donc la deuxième question à laquelle vous ne pourrez probablement pas répondre avant la fin de la présentation, c'est est-ce que vous pensez que vous aurez envie de le faire d'ici 3 mois? Est-ce que ça vous aura donné envie de le faire, de voir un petit peu ce que je montre? Alors il peut arriver que vous le fassiez, ce qui serait super, et donc là ça m'intéresse encore plus. C'est comment vous le faites. Quand je dis comment vous le faites, ça peut être à la main. Hein. Vous pouvez avoir embauché une armée de singes physiques qui appuient sur des boutons, on peut l'imaginer. Et puis à ce moment-là, si vous avez expérience de ça, qu'est-ce que vous avez pu retirer comme bénéfice et voir comme problème sur ce genre de choses. On se gardera donc un petit peu de temps à la fin de la présentation pour en parler. Alors ça tombe bien, on n'est pas très nombreux, donc c'est cool. Ça vous laissera le temps déjà d'avoir votre feedback sur la présentation et d'avoir votre feedback sur vos pratiques à vous. Voilà. Bon, alors, je vais faire un truc casual. La première chose que je vais faire, c'est faire une démo. Je vais vous montrer l'outil Chepsen. Je n'en ai encore rien dit, je sais qui sait ce qu'est Chepsen? Ok, 1, 2, 3. Donc les autres ignorent absolument tout ce que c'est. Super, ça tombe bien. Donc j'ai mis un bel écran bleu, c'est pour prévenir par avance tout crash qui pourrait survenir. Ça peut arriver. Alors j'ai quand même préparé un petit peu, donc j'espère que ça va pas arriver. Donc je vais passer je vais devoir abandonner le micro évidemment. Vous m'entendez quand même? Ouais, ok. Alors je vais essayer de faire en sorte que cette machine affiche correctement. Voilà. Alors bon, je vais vous montrer du code. J'imagine que ça ne fait pas peur. Là. Go. Voilà. Alors, vous voyez, tout le monde voit? J'ai besoin de monter un petit peu, ça va?
Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une démo donc, de l'exécution de Jepsen. Je vais vous la montrer sur un système qui est Elasticsearch. Tout le monde sait ce qu'est Elasticsearch? Donc Elasticsearch fonctionne en cluster. Dans le cadre de mon intérêt pour Jepsen, j'ai développé une petite application qui est un fichier Vagrant, un Vagrant file, qui permet en fait de construire une VM dans laquelle vous avez tout ce qui est nécessaire pour exécuter des tests Jepsen. Alors, exécuter Jepsen, c'est quoi? Je vais enfin le dire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil pour tester la résilience de votre application, le comportement de votre application, d'un n'importe quel système, face à des partitions de réseau. Donc l'idée de Jepsen, tout simplement, c'est de dire, pour tester le comportement de l'application lorsque le réseau subit une partition, le plus simple, c'est de se faire des partitions, de lancer l'application, le système, de le tester, de jouer avec, et de regarder ce qui se passe quand le réseau tombe. Alors évidemment, là, dit comme ça paraît simple, mais en fait, en pratique, on sait bien qu'il faut commencer à simuler du coup, ou à gérer en fait le fait que le réseau tombe. Ce que j'ai fait là, donc en pratique, si vous pouvez vraiment le faire sur votre infrastructure, il va falloir gérer des problématiques de contrôle, de routeur, de switch, choses comme ça. Sur une machine VM, c'est vraiment très pratique parce que du coup, on peut simuler en fait une interface réseau et puis gérer l'interface réseau à coup de IP table ou de choses comme ça. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un contrôle le plus fin possible sur le système qu'on est en train de tester. Donc, sur cette machine virtuelle, ce que vous pouvez constater, c'est que j'ai déployé 5 containers, donc intitulés N1, N2, N3, N4, N5. Donc on va lancer en fait notre test sur un cluster de 5 instances d'Elasticsearch. Donc là, c'est du Clojure, on utilise un outil qui s'appelle Lightning Gun, qui est un outil d'exécution un outil de test de Clojure. Et puis, alors je vais récupérer la bonne ligne des commandes, ça c'est pas la ligne des commandes. Et on va donc exécuter le test. Donc là, c'est vraiment du test tout à fait classique. Il n'y a rien de mystérieux, c'est du code. Voilà. Et maintenant, je vais le lancer. Alors, si tout se passe bien, donc qu'est-ce qui est en train de se passer là? Là, il est en train de se passer que le test va lancer son exécution. Il va commencer à déployer, en fait, il va vouloir vérifier que l'environnement est bien là. Donc on va vérifier que j'ai bien une machine N1 à N5, que j'arrive bien à connecter. Et puis, il va commencer à essayer de déployer les instances de l'assistance dessus. Donc la première étape, en fait, l'intérêt de Jepsen, c'est qu'il vous offre des outils pour commencer à déployer vos instances et à configurer en fait le système. Donc là, ce qui se passe, notre ami, ok, donc là, il a démarré, donc il va configurer le système, bon, pour des raisons évidentes de sécurité, pour éviter d'avoir des problèmes de réseau, j'ai évité de dépendre de apt-get pour installer des liens, donc bon, voilà. Donc là, c'est déjà fait. Il va, si Elasticsearch n'est pas installé, il va l'installer, et il va démarrer le système. Et puis, une fois que le système est démarré, donc encore une fois, ça c'est vraiment spécifique à Elasticsearch, il va commencer à exécuter les tests. Donc, juste pour... voilà, donc là, il est en train de récupérer l'information sur Elasticsearch. On va juste vérifier que, si je regarde qu'est-ce qui se passe dans la machine virtuelle, on voit bien ici, j'ai bien des JVM qui sont lancés. Donc j'ai mes instances de JVM qui tournent sous mon élastique, et puis c'est parti. Et donc là, ce que fait Jepsen, en fait, c'est qu'il va exécuter des tests contre votre cluster, commencer à envoyer des instructions, et puis le faire fonctionner. Le faire fonctionner jusqu'à un moment, alors là, ça c'est un test qui ne dure pas très longtemps, qui dure à peu près 30 à 60 secondes. Il va le faire fonctionner, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous expliquerai après plus en détail, mais ce qu'on est en train de faire, c'est que simplement, dans le cluster, on ajoute des chiffres. On génère en fait une suite de chiffres, on les ajoute au cluster en tant que document, à lui, et puis on va vérifier à la fin que tous les chiffres qu'on a ajoutés sont bien présents. Donc on va vérifier en fait que notre cluster Elasticsearch a bien la sémantique d'un ensemble, d'un set. Alors, à un moment donné, il se passe un truc intéressant, c'est qu'on dit, je vais dire, tiens, d'un seul coup, le réseau se coupe. Et le réseau se coupe, donc c'est un truc qui s'appelle Nemesis. Et puis on dit, voilà la nouvelle topologie du réseau. Et cette topologie, vous pouvez voir, elle est quand même un petit peu
bizarre. Hein. Donc là, on est en train de dire que ben, N2 peut parler à N3, N4, N5. On est en train de dire que N1 peut parler à N2, N5 peut parler à N2, etc. Donc N2, en fait, sert de nœud central. Donc tous les autres le voient. Lui, il voit tous les autres, mais les autres ne se voient pas. Donc voilà, c'est une configuration de partition possible. Donc il y a un changement de topologie du réseau qui fait que normalement, dans ce cas-là, le cluster il ne marche pas. En tout cas, la notion de consistance, la consistance ne va pas pouvoir se faire, les machines ne vont pas pouvoir se parler entre elles. Et donc, on voit bien ce qui se passe, hein, c'est qu'ici, on rajoute en fait les clients, donc là, les clients sont exécutés en parallèle, ils tapent dans les différentes instances du cluster, et puis, à chaque fois, j'ai un timeout. Là où avant, j'avais un OK, donc ça se passait bien, maintenant, j'ai un timeout parce que le client interroge une instance de la machine cluster, et puis cette instance dit, non, je suis désolé, voilà, qui ne marche plus. Je peux rien faire. Normal. En tout cas, c'est attendu. Après, ça peut dépendre évidemment de l'application contestée. Dans le cas d'Elasticsearch, c'est prévu. Hein. Si effectivement la machine est censée être soit une machine privée en secondaire, mais n'arrive pas à se connecter au reste du cluster, ça marche. Et puis, au bout d'un moment, on peut jouer comme ça longtemps. Hein. Mais en l'occurrence, ici, on a juste fait une partition une fois. Donc, on rétablit le réseau complet. On pourrait continuer à dérouler le test pour vérifier que ça va bien. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, parce que, encore une fois, ça c'est très spécifique à Elasticsearch. Et puis, maintenant, Jepsen va analyser les résultats du test. Alors, cette analyse, elle peut être plus ou moins sophistiquée, on verra après, mais dans notre cas qui nous intéresse, on cherche à juste vérifier, c'est donc que le cluster Elasticsearch qu'on a défini se comporte bien comme un set. Un set, c'est un ensemble mathématique, c'est-à-dire, quand j'ai mis 1, je récupère bien 1 à la fois. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de dire, voilà, j'ai fini, j'ai fait une lecture de toutes les données dans la base, et j'ai un rapport d'exécution de mon test. Et donc là, mon test me dit, ok, oui, c'est bien un set. Tout va bien. Et puis, voilà les caractéristiques telles que j'ai pu les avoir dans mon système. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, si ça t'intéresse, si tu vas voir les papiers, le code, etc. Mais grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que ça nous donne des informations sur comment s'est comporté l'Elasticsearch sur un test. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Si on regarde ce qui se passe maintenant, on voit bien que j'ai toujours mes machines virtuelles, enfin mes containers dans ma machine virtuelle, mais que j'ai plus mon Elasticsearch. Jepsen a tout arrêté. Donc, Jepsen est vraiment un outil qui va vous permettre de tester en direct votre application. Je l'ai fait sur une VM, mais bon, on peut très bien le faire sur la production. Et cet outil a été développé par quelqu'un qui s'appelle Afir. Alors, il ne s'appelle pas Afir, en fait, il s'appelle Kyle Kingsbury. Son site, c'est afir.com. Et il a écrit une série d'articles qui s'appelle Call Me Maybe, dans lequel il développe donc Jepsen, et il utilise Jepsen pour analyser un certain nombre de bases de données. Si vous n'avez jamais lu les scènes de Maybe, vous pouvez sortir de cette salle et aller les lire tout de suite, parce que c'est probablement c'est la source originelle qui m'a inspiré dans cette histoire. C'est vraiment très très intéressant. C'est très intéressant d'une part parce que le style est vraiment excellent, le type est vraiment barré. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais il est vraiment barré. Mais en plus, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une vraie puissance d'analyse et qui va aller fouiller dans les entrailles des différentes applications. Au départ, lui, donc, sa motivation, c'était quoi? C'était de vérifier que il s'était dit, tiens, c'est marrant, on dit, je sais pas, ETCD ou RabbitMQ ont telle propriété de consistance, sont fortement consistants. Et donc, quand il y a un cluster, lorsqu'il fonctionne en cluster, lorsqu'il y a une partition en cluster, ça se passe bien. Ok, super, j'ai des doutes, donc je vais vérifier. Et donc, il s'est dit, ok. Alors, lui aussi, il était en mission pour le Seigneur. Il s'est dit, je vais vérifier que ces bases de données fonctionnent. Et donc, il a commencé à développer tout un outil de test pour être capable de tester la réalité des prétentions de chaque type de base de données sur ce système. Donc, lié à leur comportement en termes de consistance et lors d'un partitionnement. Donc, il a écrit une série d'articles. Je vous renvoie encore une fois à ces articles parce qu'ils sont très intéressants. Donc, pour l'instant, il y a Elasticsearch, ETCD, RabbitMQ, Riak,
Et il me semble qu'il était en train aussi de faire un article sur diatomique. Kafka, je sais pas si l'article est sorti. C'est bien d'avoir des gens dans la salle, comme ça ils corrigent. Donc voilà, donc Kafka. Donc c'est quelqu'un qui en a fait son métier d'une certaine manière, hein, il travaille. Donc, alors lui, ce qui l'a intéressé, plus particulièrement, vous étiez peut-être à un talk précédent de Jamie Allen, où ce matin, à Roland Kuhn, on a parlé, alors de la keynote. Beaucoup de choses, lorsqu'on commence à parler de distribution, on finit toujours par revenir à ce schéma-là, donc le théorème 4, parce que maintenant c'est un théorème. Et donc, tout le monde connaît. Donc, ce à quoi s'intéresse plus particulièrement Jensen, hein, c'est ce qui se passe en bas. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont censés être plutôt CP, c'est-à-dire qui sont censés être fortement consistants, donc avoir, garantir une consistance la plus forte possible face à une partition réseau. A contrario, on a d'autres systèmes AP, qui vont être, eux, plutôt éventuellement consistants, et donc qui vont juste garantir, éviter de, par exemple, rien garantir du tout en termes de consistance or, et gérer le partitionnement de cette manière-là. Donc, c'est bien ce que disait Warren Kuhn, je vous remercie d'avoir fait une introduction en moto, c'est que, de toute façon, vous aurez des partitions. Donc c'est ce que dit, en fait, c'est ce que permet de tester GSM, dire, vous aurez des partitions. Donc je vous offre les outils, et utilisez ces outils pour vérifier comment se comporte votre système face à vos partitions. Vous pouvez avoir des systèmes qui sont fortement consistants, cohérents, en français, et vous pouvez avoir des systèmes qui sont fortement utilisables, disponibles. Probablement, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous pouvez théoriquement pas avoir les deux. En pratique, on peut s'approcher d'un idéal avec, en rajoutant de la complexité, de la gestion, on peut se rapprocher de cet idéal. Parce qu'en fait, un seul espace cap, c'est pas un espace hard-codé, c'est pas un espace discret, c'est un espace plutôt un continuum. Donc il y a des travaux de recherche continus sur comment se rapprocher, en fait, puisque ce qu'on voudrait vraiment, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Évidemment, être tolérant en partition, être fortement cohérent et avoir là au dispo. Le fait de dire éventuellement consistant, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à faire. C'est pas qu'on a envie d'être éventuellement consistant, c'est juste parce qu'on ne sait pas faire. Je pense que c'est clair. Et bien entendu, par-dessus ça, se pose la question de temps même. C'est un autre problème auquel on ne s'intéresse pas ici. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Donc, ce qui est intéressant, c'est des questions qu'on m'a déjà posées, donc c'est pas la première fois que je fais cette présentation, c'est une forme différente, mais on pose souvent cette question, oui, mais ça n'arrive jamais, les partitions réseau, le réseau est fiable. Donc là, je vois que j'ai des gens qui sont effectivement plutôt aware dans la salle, mais on m'a déjà posé cette question, on me dit, mais bon, ça n'arrive jamais qu'un routeur, mais si, ça arrive. Alors, après, il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ça peut être des problèmes physiques, ça peut être des problèmes de câble, ça peut être des problèmes à différents endroits dans la stack. Vous pouvez avoir un driver qui part en vrille, un bug, vous pouvez avoir un bug dans un driver de NIC, vous pouvez avoir un bug dans le kernel, vous pouvez avoir un bug dans votre application ou dans la stack réseau de votre système. Les possibilités que quelque chose se manifeste, une erreur se manifeste et qui en fait est une partie, que l'on peut regrouper certaines partitions sont assez simples. Et donc c'est ce que, encore une fois, c'est ce dont parlait, donc là c'est Jamie Allen le précédent. Kyle Kingsbury a aussi fait paraître un article récemment dans la CNQ où il parle donc l'article s'intitule Le réseau est fiable. Et bien évidemment, il évoque ces différentes expériences et il liste toute une série de papiers, d'analyses qui, en fait, sont des résultats d'analyse de crash réseau, de crash système, du plus gros au plus petit, qui permettent de se rendre compte de toutes les sources potentielles d'erreurs. Par exemple, moi je ne suis pas un spécialiste réseau, mais j'étais extrêmement surpris de voir effectivement il peut se passer plein de trucs. Le coup de la pioche dans le câble, le coup des problèmes de température qui montent dans un data center qui font que les sondes sur les machines en fait, font réagir les machines, donc diminuent en fait la puissance à nouveau CPU, donc diminuent la latence, donc introduisent un bottleneck, donc font cracher la boîte, des trucs dans le space. Bref, on vit dans un monde compliqué, vous l'ignoriez, absolument.
Donc, il peut se passer plein de trucs. Ce que va simuler Jepsen, donc je vous donne un petit exemple. Là, on avait un cas, donc là, on a des cas qui sont des cas symétriques, c'est-à-dire qu'en fait, on garde la connectivité de la connexion asymétrique, mais on peut avoir des cas de connexion asymétrique. Voire la topologie en anneau, des choses comme ça. Donc, Jepsen nous offre l'outil pour simuler tout ça. Simuler différents types de partitionnement en fonction de ce que vous intéresse. Le deuxième aspect que va permettre de vérifier Jepsen, c'est la notion de cohérence. Donc là, on s'intéresse plus particulièrement à, encore une fois, des notions de cohérence fortes, soit de la cohérence séquentielle, soit de la linéarisabilité. Alors, cette partie-là est particulièrement intéressante parce que Afir a fait tout un travail et a développé tout un outil spécial, dont je parle un petit peu, mais qui n'est pas forcément le cœur de la présentation, qui s'appelle Knossos, qui est un outil qui permet de vérifier en fait, la linéarisabilité d'une trace d'exécution d'une application. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre la voie à toute une possibilité de test, toute une possibilité de réflexion, toute une possibilité d'analyse, nous, en tant que développeurs d'applications, développeurs de système, de dire, ah oui, mais en fait, alors, ok, je peux tester que mon application est linéarisable, la source de données est linéarisable, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Là, je commence à poser la question. C'est ça qui est intéressant en fait, dans cette démarche, c'est de dire, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment pour mon système? Quelles sont les propriétés? C'est vraiment l'idée derrière ça, c'est que, et du coup, comment je peux mettre en œuvre et vérifier ces propriétés sous forme de test exécutable. Bon, on me permet de dire, oui, mon système respecte ces propriétés, non, il ne respecte pas ces propriétés. Et c'est pour ça que je fais le lien avec la notion de coopérative SSI, qui est dans la check, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est d'asserter, de dire des choses sur notre système avant même de l'avoir écrit, les vérifier, ou coder le système pour qu'il vérifie nos attentions. Et c'est ce que nous permet de faire, c'est la check, et ce que nous permet de faire, ce que Jepsen a évidemment un plus. Alors, plus précisément, comment marche Jepsen? Jepsen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanteuse. C'est la jeune fille qui est sur le. Donc le principe de base, c'est ce que je vous ai montré, ce qu'on a vu lors de la démo. On va déployer le cluster à tester. Donc Jepsen fournit les primitives pour faire ce genre de choses. Ensuite, on va générer les tests et les exécuter en parallèle donc, sur le cluster en utilisant les clients spécifiques aux différents systèmes. Et puis on a une troisième étape qui va être l'étape d'analyse qui va nous permettre de dire ok, maintenant que j'ai exécuté mon test, j'ai un résultat d'exécution, donc une trace, un historique. Et cette trace, est-ce qu'elle respecte, est-ce qu'elle a les propriétés qui m'intéressent? Donc c'est ce que j'ai appelé modèle checking. Et en fait c'est du modèle checking au sens vraiment traditionnel du terme. Sauf que c'est du modèle checking non pas sur une trace théorique d'un modèle, mais c'est du modèle checking sur une trace réelle d'un système en exécution. Alors, je ne parlerai pas tellement de la partie setup, on est vraiment dans des logiques de système, donc là, vous allez retrouver la boîte à outils Jepsen fournit des outils bien foutus d'ailleurs, mais malins pour vraiment déployer votre application. Ça pose une question intéressante sur ce point-là, c'est à quel point mon application est facile à déployer, mon système est facile à déployer. Et donc, la question que j'ai posée, la question à laquelle je vous demandais de répondre tout à l'heure sur la petite carte, elle n'est pas innocente, c'est-à-dire, souvent, moi c'est des choses que je rencontrais dans ma vie professionnelle, dans certaines structures, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on ne veut pas tester, on voudrait bien, mais on a une telle usine à gaz pour déployer notre application, il faut avoir une équipe de 10 personnes pendant 15 jours pour déployer un cluster achat, on ne va pas le faire. C'est pas possible. On ne va pas mettre l'argent pour le faire. Et c'est souvent des choses, je pense que vous ne me comprendrez pas, mais c'est des choses qu'on rencontre très facilement. C'est qu'en fait, la déployabilité de l'application devient, est un frein à la possibilité de faire facilement des tests de système. Aujourd'hui, ce que disaient encore une fois les coordinateurs, Roland et Jenny ce matin, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en logique de distribution dans l'espace longtemps en logique de cloud, avoir une application qui se distribue très facilement, ça permet non seulement d'aller plus vite pour livrer en production, mais ça permet aussi d'aller plus vite pour faire ça. Et donc ça permet de le faire, c'est un enabler. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui permet de le faire. Alors, sur la partie run, donc, qu'est-ce que nous offre Jepsen? Et je vérifie que je ne passe pas trop de temps. En fait, j'ai beaucoup à dire.
Donc, ce que nous offre Jetsen, c'est un mécanisme de générateur. Donc, l'idée centrale, c'est quoi? C'est que vous allez exprimer votre test sous la forme d'un mini-langage. Alors, je vais vous le montrer en closure, à quoi ça ressemble. Donc, ici, c'est visible. Voilà. Donc, ici, en fait, j'ai défini un exemple très très simple de test. Alors, ce test, c'est quoi? Donc, c'est l'idée centrale des générateurs de Jetsen, c'est en fait d'être un mécanisme de modal. Donc, c'est la composition de modal. Donc, vous avez en fait un contexte. Donc, vous allez pouvoir composer des opérateurs les uns avec les autres. Et c'est en ça que je disais que c'est très malin et que c'est intéressant parce que ça permet de construire un modèle de la manière dont je pense que mon application va fonctionner. Et ça veut dire que vous pouvez en fait construire quelque chose à partir de données opérationnelles. Et à partir d'un profil opérationnel de votre application, dire OK, voilà comment l'application se comporte dans la vraie vie, ce qui se passe sur un espace de temps. Et à partir de ce comportement, je vais pouvoir le transformer en test et introduire éventuellement dans le débit. Donc là, ce que j'ai, c'est quoi? CAS, c'est un générateur qui va générer en fait des opérations de read et de write. Donc voilà, ici, donc c'est CAS, un registre atomique, une compare and swap, une opération de compare and swap, et donc qui est censé être atomique. Et donc là, je vais générer des reads, des writes, etc. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque fois, donc ça, c'est le générateur. Ce que fait Jetsen, c'est qu'il prend ce générateur, il va générer les opérations une par une et les exécuter. Là, pour les besoins du test, pour les besoins de la démo, je génère toutes les opérations en séquence. Et donc, là, je peux avoir un CAS, donc qui va me générer des trucs, et puis je vais limiter à 10. Si je change ma limite, par exemple, je peux en générer 20. Là, je vais en générer 20, enfin, je peux aller jusqu'à 100, bien sûr. Et donc, au fur et à mesure, en fait, lui va me générer, et à chaque fois, il va les distribuer en fait sur les différents process. Donc derrière, vous avez un mécanisme dans lequel vous avez des clients, et ces clients sont mappés sur les différents hosts, et vont envoyer des commandes aux différents hosts. Donc ça, c'est ni plus moins que des commandes qui vont être envoyées après sur un host. Le vrai intérêt du truc, c'est quand je commence à rajouter la possibilité d'introduire ce qu'on appelle Nemesis, donc qui est dans Jetsen, qui est en fait l'outil qui est capable de partitionner le réseau. Et ça, c'est pareil, je peux le configurer. Donc, par exemple, ce que je vais avoir ici, donc, je lui dis, comme c'est un générateur comme un autre, je vais l'intégrer dans le système et je vais dire, voilà, ma Nemesis, elle va démarrer, donc elle démarre dès le départ, et en fait, elle démarre en étant attachée à un process spécial qui est celui de contrôleur de Nemesis, et puis elle va s'arrêter au bout de 2 secondes. Alors, je ne sais pas où est le stop, mais bon, vu que ça va très vite, et que j'ai pas mis de timeout. Donc, si je rajoute un timeout dans la génération, je vais avoir un stop quelque part au milieu du système au bout de 2 secondes. Donc, voilà un exemple très simple. Si on regarde un exemple un peu plus réel, par exemple, le test que je vous ai exécuté sur Elasticsearch, voilà la partie test, ici. Donc, on a différentes phases. On génère des valeurs, un flux de valeurs. Ces valeurs, on les transforme en add. Donc, c'est vraiment une opération de add sur Elasticsearch. On les met en séquence. On va rajouter du bruit pour que ce soit toutes les dizaines, enfin qu'il y ait un retard aléatoire dans l'exécution de l'opération. Et puis là, on va dire, au bout de 30 secondes, tu coupes le réseau, tu introduis avec un partenaire spécifique, et au bout de 40 secondes, tu rétablis la connectivité. C'est vrai que c'est un peu moi j'ai chaud parce que je parle. Voilà. Et puis, ici, on s'assure à la fin qu'on a rétabli le réseau. Et une fois qu'on a rétabli le réseau, on va faire une opération de read de tout le système. Donc voilà le type de test qu'on va pouvoir exprimer. C'est souvent ce schéma-là. Après, ça dépend bien évidemment du modèle. Donc c'est la deuxième partie intéressante de Jetsen, qui est les modèles checkers. Quand vous définissez un test en Jetsen, vous avez plein de choses à définir, mais en particulier, il y a 2 choses importantes qui est qu'est-ce que je teste? C'est quoi le comportement attendu? Et ce comportement attendu, il dépend de la sémantique de votre système. Dans le cas précis qui m'intéressait là sur Elasticsearch, ce que j'ai voulu tester, et ce que teste Jetsen, c'est que je me comporte même comme un ensemble, comme un set. Okay. Et d'ailleurs, mon client en fait est lié à mon type de modèle, donc j'ai un client de set,
Et puis le modèle que je veux vérifier, c'est bien un set. Donc ça veut dire que tous les adds sont bien répercutés dans mon système. Et lorsque j'ai fait un add, moi j'ai bien vérifié. Et donc à la fin du système, c'est ce que je vais vouloir vérifier. Et puis après, ce que je peux aussi faire, c'est configurer en fait, le type de némésis que je vais avoir, la manière dont je vais gérer l'information. Donc tout ça, ça vous donne une boîte à outils vraiment très intéressante pour tester vos propres systèmes. Pour tester vraiment des systèmes qui sont, dès que vous avez un système distribué, dans lequel vous avez envie de regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai la bonne sémantique, est-ce qu'il se passe des choses intéressantes, est-ce que mon système est bien résilient en partition, tout bêtement, et là, on a une boîte à outils qu'il faut. Et donc, ce que vous pouvez constater, alors évidemment, il faut. Mais voilà le test pour Elasticsearch. Donc évidemment, il faut écrire la partie call qui va permettre de communiquer avec Elasticsearch, mais globalement, le test, la description du test en lui-même, elle n'est pas géniale. Et on peut commencer à vraiment aller ok, j'ai pas complètement tenu ma promesse, mais un petit peu quand même. Donc, voilà, maintenant c'est à vous de parler. Donc, j'avais posé une question il y a 25 minutes. Ce qui m'intéresserait de savoir, l'idée c'est de. Voilà, qui parmi d'entre vous teste ce genre de choses dans son système? Et comment? Là, actuellement, je suis en train de mettre en place dans ma base. Ouais. On utilise le cœur avec des conteneurs. D'accord. Et puis après, on éteint avec des conteneurs avec des scripts. On envoie les commandes. Voilà. Vous utilisez Jetson ou vous utilisez un autre outil? Un outil spécifique, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez pu vérifier jusqu'à présent? On va vérifier s'il y a des coupures réseau ou si les machines sont éteintes, voir s'ils commencent à répondre des erreurs des applicatifs. Est-ce que ça prend déjà les données de cette mémoire ou est-ce que ça marche? Et alors? Pour l'instant, ça va. Et donc tout ça c'est automatisé dans la chaîne de prod ou comment ça se passe? Non, on est en train de l'automatiser. Pour l'instant, c'est quelque chose de manuel. Donc on est à peu près une vingtaine dans la salle. Je pense que tout le monde travaille dans l'informatique ici. Donc il y en a un qui le fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui. Alors, donc la question, je la donc, il y a une autre partie de la question, c'est si vous ne le faites pas, pourquoi? Je vais vous donner ma réponse à moi. Celle que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a deux réponses. Moi, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est effectivement, ça fait longtemps que je veux faire ce genre de choses sur mon système. Mais effectivement, en termes de la technologie, mettre en place ça, c'est pas forcément simple. Ça n'était pas forcément très simple. Il n'y a pas très longtemps. Et puis en plus, j'ai souvent travaillé effectivement dans des systèmes qui sont très compliqués. Et du coup, le coût pour arriver à mettre en place l'infrastructure pour faire ça, il est énorme. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'avec la virtualisation d'abord et puis la containerisation ensuite, on a des coûts de déploiement et de développement de solutions qui deviennent ridicules. Aujourd'hui, créer un conteneur de cloud. Vous tapez dans Google ou sur Docker Hub, vous avez des conteneurs pour n'importe quoi. Quelque part, le coût de déployer des conteneurs, alors après, il y a quand même du boulot, sur une infrastructure derrière, il faut sur des vraies machines. Sur un background sur une VirtualBox sur un laptop, c'est sympa, mais non, c'est juste pour les contrôles validants. Mais ça peut donner quelque chose. Ça peut commencer par faire des choses quand même. Mais voilà. Donc moi, je ne l'ai pas fait essentiellement. J'avais, juste pour parler de moi, dans mon précédent boulot, effectivement, c'était quelque chose que ça faisait 2 ans. J'ai passé 2 ans à essayer de faire en sorte qu'on puisse déployer l'application, pouvoir tester quelque chose. Parce que c'est un très très gros monolithe. Mais peut-être qu'il y a d'autres réponses. Pourrait être intéressante. Je peux parler de mon cas. C'est effectivement le moment. La raison pour laquelle nous, c'est comme ça, c'est que souvent, entre le moment où, si tu veux réguler ton time to market, fournir une application à des gens et se lancer dans un système comme ça, ça demande un certain nombre, surtout pour moi je travaille j'ai des serveurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes problématiques que celles d'un data store ou YouTube. Et simuler, ne serait-ce que simuler le protocole qu'on utilise pour le serveur et mettre ça dans JSON par exemple, je pense que ça me prendrait quelques mois. D'accord. Il y a un problème d'effort. Il y a un problème d'effort, ouais.
pour une rentabilité qui est probablement illusoire. Certainement, ouais. Enfin, peut-être pas. En fait. Non, mais je pose la question. La question, c'est. Des choses intéressantes, j'adorerais pouvoir faire ça. Les places de marché, donc c'est pas forcément possible avec les moyens que j'ai jamais à disposition. La question, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré en production des problèmes de ce genre de choses? En fait, c'est ça. À l'heure actuelle, jamais. Okay. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une BM qui tombe. J'avais une question relative à chaque chose. Oui, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment fait pour tester des castors, en tout cas c'est l'exemple que tu as. Est-ce que ça peut s'adapter à tout type de protocole, tout type de système distribué ou... Moi je l'ai utilisé, alors j'ai un petit peu menti dans la présentation parce que je voulais montrer l'application. Le problème c'est que je l'ai utilisé sur une application qui est propriétaire. C'est un petit peu délicat de parler. Mais en l'occurrence, c'était une application, alors c'est une application de supervision et de monitoring de système. Donc c'est un truc qui va lancer les services. Mais effectivement, la partie qui m'intéressait, la partie qui m'intéressait de tester et que j'ai essayé de vérifier, c'est comment on se comporte, alors en l'occurrence c'est une espèce de système un peu instantané, mais comment se comportent les différents nœuds du réseau lorsque la connectivité est perdue. Et en particulier, comment ils se comportent en termes de réponse à une sollicitation de commande. Il est temps, alors là le modèle était relativement simple, c'est il ne faut pas que ça crache. Donc c'était plutôt de la résilience et la capacité à avoir de la recovery assez facilement. Donc c'était pas tout à fait, même s'il y avait une notion de données, parce que la configuration nécessaire pour avoir l'information de connectivité elle était persistée, donc quelque part c'est elle qui permettait d'avoir le truc, c'était pas comme ça. Mais c'était un système pas très complexe, au sens où c'était plus de juste envoyer une commande à un serveur, c'est du JSON et pas ça. Il y a un article ici sur Consul, ils ont utilisé oui, effectivement, il y a Consul effectivement qui a aussi utilisé, et c'était un petit peu l'ambition de la firme, c'est de dire mais regardez, moi j'ai cet outil à disposition, c'est l'open source, vous pouvez taper dedans, moi j'ai déjà à ma modeste mesure proposé des pull requests, il n'y a aucun problème. Et lui, c'est l'ambition de dire mais regardez, vous faites une application distribuée qui est censée être tolérante aux partitions, voilà, donnez le test avec quoi, qu'on puisse au moins vérifier que ce soit. Et une espèce d'idée un petit peu comme une espèce de preuve scientifique derrière, l'idée que quand j'ai un résultat scientifique, j'ai la preuve qui va avec, et tout le monde peut la vérifier. Après, que les gens le fassent ou pas. Il y avait quelqu'un qui avait... Ouais. Moi, je suis un petit peu en dehors du scope de la conférence. Ce cas-là, j'en peux pas, mais je vais commencer un peu là. Et donc, c'est plus de manière globale que je réponds à la question. En général, donc, comme tu l'as dit, ça va être au niveau du temps qui va être demandé pour mettre en place les tests. On peut aussi ne pas forcément y penser, ou ne pas savoir le faire. Et c'est souvent, pour moi en tout cas, ce sont des trois raisons qui peuvent empêcher de tester une application. Après, une fois que si on a une équipe qui donne le goût pour le faire, on a le temps et les compétences. Donc, si je reformule on a une philosophie de ROI. De ROI, de retour sur investissement. Est-ce que le retour sur investissement de développer un système comme ça? Après, le retour sur investissement, c'est forcément là, vu que les tests vont rester, ça va permettre lors d'une application de tentation. Après, les tests, c'est du code. Il faut le maintenir, donc ça prend du temps. Ça n'arrange pas si on discute. Je voulais juste apporter un complément parce que tout à l'heure, elle disait porter le protocole, etc. En fait, il n'y a pas de protocole à porter. Hein. Il fait ça niveau réseau, c'est-à-dire il crée des partitions, ce qui fait que. Oui, mais t'injectes des commandes là. Ouais, mais ça peut être des services sur des backends qui sont les backends, tu vois, des backends de démo par exemple. Par exemple, tu as un environnement de démo, de la même façon aujourd'hui que j'imagine, à un moment donné, vous avez des tests fonctionnels, des tests de bout. En fait, tu peux appeler une API et juste checker que après tes data, ils sont là où tu espères les avoir, que ce soit dans un data store au bout du bout, ou alors via une autre API. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ils testent les backends qui sont des data stores parce que
pour être honnête, c'est ce qui est le plus facile à tester en système distribué qui ne sont pas custom et que tu peux communiquer largement après dessus sans que tu aies de problème de droit d'auteur. Mais en fait, le truc est vraiment fait pour tester les systèmes distribués. Par exemple, tu pourrais imaginer tester du AK cluster et te dire voilà comment est-ce que ça marche bien avec AK cluster, sachant que c'est pas un data store en tant que tel, mais c'est un environnement d'exécution et tu pourrais voir comment ça marche. Après, la spécificité, j'imagine que c'est une application qui a déjà une historique. Ça prend du temps, même si effectivement, là, on est en train de dire, je tape dans l'API, c'est tout. En fait, par exemple, déjà, il y a une API, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que j'ai des protocoles spécifiques. Si c'est du jeu, c'est des protocoles binaires, j'imagine. Donc, on n'est pas dans une logique d'API, on est dans une logique de protocoles binaires. Du coup, il faut, à la limite, il faudrait développer l'API au-dessus, ce qui peut avoir un intérêt aussi par ailleurs, mais ou pas. Donc, quelque part, c'est aussi la question que je me pose. C'est une question que je me pose, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est que moi, je pense que c'est the way to go, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et après, effectivement, les contextes, dans des contextes de legacy, dans des contextes de grosses applications très compliquées à déployer. Monolithique, t'as un monolithe, ok, dans ton Docker, il va exploser, parce que voilà, t'as 40 000 d'indépendance, y compris sur des versions de noyaux. Il y a un truc aussi qui est aussi difficile à faire, je pense toujours en bouquin, c'est d'introspecter le système pour vérifier que la partie check, la partie qui n'est pas forcément évidente, parce que ton application n'est pas forcément faite pour retourner des données qui matchent forcément tes parents. Un data store, tu mets des données, tu les récupères. Juste l'idée centrale de ShellSet, c'est aussi justement peut-être de rendre ça plus fonctionnel au sens où le type de check que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle du modèle check. Et c'est vraiment l'idée de dire, tu vas juste regarder l'historique des interactions, et ce que tu vas dire, c'est, je fais l'hypothèse que l'historique de cette interaction doit respecter tel modèle. Là, en fait, il n'y a pas d'introspection, à part le read et le write, mais bon, qui sont de l'ordre en l'occurrence de l'API de l'application, il n'y a pas d'introspection particulière. C'est plus vraiment de dire, ok, en fait, c'est la subtilité du truc, et c'est, je pense, toute sa puissance, c'est de dire, en fait, un set, c'est quoi? Un set, c'est un historique dans lequel lorsque j'ai fait un write, j'ai bien le read à la fin. Et du coup, tu fais vraiment en black box. Et t'es pas du tout dans le white box. Et du coup, ça rend plus facile le fait sur une application peut-être plus complexe, où un état et voilà. Mais donc, il va la voir comment la partie test. Mais du coup, là, je n'ai pas déjà fait. Je n'ai pas son API. Après, il faut faire le jeu. En fait, moi je partage un retour d'expérience qu'on a fait. Alors, c'était il y a 3 ans, c'était pas sur ça, on avait construit un système un peu près pareil. L'idée, c'était pareil, c'était pour une banque, donc tu imagines le gros truc, la papa, etc. Et en fait, plutôt que de se dire qu'on va construire un jeu de tests qui nous serviront à ça, en fait, on a juste réutilisé les tests qui existaient déjà, qui servaient à checker la cohérence de quand t'envoyais l'environnement et que tu avais l'autorisation de faire. Et le truc existait déjà, on s'est dit, plutôt que de travailler sur un test propre au truc, on va créer un contexte dégradé et on va le faire jouer sur ce test-là. Nous, c'est comme ça qu'on avait. Alors, tu as des limites parce que du coup, tu vas pas. Ce que tu dis, tu vois, quand tu vas constater les problèmes, c'est là que ça va commencer à être cher parce qu'il faut introspecter. Ça va plus être dans l'analyse des résultats négatifs que ça va être compliqué. Mais le premier step, c'est plutôt déjà de dire est-ce que j'ai du partitionnement réseau, est-ce que ça a marché ou pas, est-ce que la S400 au final est reconstruit, etc. Et nous, on l'a fait dans cette optique-là. C'est pas global, mais c'est un premier step. Bon, je crois que vous avez faim. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez appris des choses. Forcément, c'est compliqué, mais d'un autre côté, quand ça te revient à la gueule, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je fais la question exactement en termes de ROI, c'est pas à un moment donné. Si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pour ça que tu fais cette décision. Ce que tu disais, c'est comme quand tu vas en assurance. C'est toujours quelque chose qui est très dur à faire. Le risque est mesurable, c'est calculable, comment ça coûte de taille, et comment ça coûte de développement. Et c'est le chiffre. Ce qui est important, c'est que
Moi, ça me choque pas que ça soit. Ça me choque pas qu'on. Écoute, nous, on a le problème une fois tous les 10 ans. Quand on l'a, ça nous coûte une petite patate. Mais bon, après, ouais, je voulais pas faire. C'est pas très intéressant de passer à décortiquer le code. Je voulais juste vous donner des